Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct sur Téléfinance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, comme promis et comme convenu, nous retrouvons en duplex Julien Nebenzal pour l'interview éco. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc président chez Future Investment Manager et j'ai envie de vous poser une première question. Julien, hier, les États-Unis ont publié une inflation en hausse de 7% sur un an. En réaction à cette annonce, les marchés n'ont pas bougé, ont même pris, ont même augmenté. Comment est-ce que vous expliquez que les marchés aient fait fi de cette information, Julien ? Alors la publication de l'indice des prix à la production à plus 7% sur une base annuelle rejoint en fait le consensus. C'est-à-dire que l'anticipation qui était faite par la majorité des économistes était de l'ordre de 7%. Ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que les deux dernières publications mensuelles ont permis de voir que le consensus des économistes avait vu juste. Ce qui n'a pas toujours été le cas au cours des mois qui ont précédé. On se souvient notamment que en début d'année, les commentaires même de la Banque fédérale américaine étaient que l'inflation était transitoire. On s'est rendu compte progressivement en 2021 que le terme transitoire n'était probablement pas le plus pertinent et que l'inflation était peut-être un peu plus robuste et peut-être un peu plus intégrée à la structure économique profonde que prévu. Les économistes, je crois, ont commencé à intégrer ça et c'est pour ça qu'on arrive à un chiffre qui ne surprend pas, puisque c'est celui qui est attendu. Donc il n'y a pas de réaction de marché particulière, il n'y en avait pas à attendre dans la mesure, encore une fois, le consensus est rejoint. Et puis il faut voir aussi que il peut y avoir, et c'est fréquent, une réaction un peu d'humeur des marchés, soit actions, soit obligations, à une donnée économique, mais en général, ce qu'on voit sur quelques jours ou quelques semaines, c'est quand même plutôt l'état de l'économie dans 3 à 6 mois. Et là, ce que les marchés obligataires nous disent, c'est que la croissance américaine, elle restera vraisemblablement solide, mais que l'inflation ne montera plus, mais ne baissera pas tant que ça. C'est pour ça que vous avez des taux qui restent finalement sur la partie haute. Le taux américain à 10 ans est à 1,80% dans cette zone-là, et finalement, c'est la partie haute de son évolution des derniers trimestres. Donc, le marché escompte aujourd'hui encore quelque chose qui est du domaine d'une croissance qui, sans être exubérante, reste assez solide avec une inflation qui ne décroît pas beaucoup. D'accord, très clair. On reste sur le thème de l'inflation, on basculera après sur ces problématiques de taux long qui augmentent aux États-Unis. Je voudrais basculer sur le cours du baril du pétrole qui est en croissance depuis quelle que soit l'unité de temps choisie qui est en croissance. Comment est-ce que vous expliquez cette hausse, Julien ? Alors, selon l'analyse par les cycles économiques, on a un cycle des matières premières qui est bien identifié maintenant, qui a été découvert par un économiste russe en 1926. C'est un cycle, je dirais, du point bas au point bas d'environ 56 ans. Ce cycle, il a probablement commencé au tournant du siècle, probablement entre 1999 et 2000. Et il doit nous emmener sur des prix des matières premières plus élevés. Alors on se souvient, pour ceux qui étaient là en 2000, que le prix du baril était à $10. Aujourd'hui, on est à $80, avec un passage en 2008 à plus de $150. Donc on s'inscrit dans une tendance de fond, vraiment de long terme, une tendance séculaire qui est très haussière. La deuxième chose à savoir, c'est que à l'intérieur de cette tendance, la dernière partie est la plus vigoureuse. Elle a commencé très probablement en 2016. Là aussi, point bas du pétrole autour de $20. On est à 80 en ce moment. Et on devrait même assister dans les années qui viennent à une accélération probablement significative du prix du pétrole. Alors ça, c'est pour le contexte du cycle économique qui explique, je crois, une large partie de ce qui se passe. Après, il y a la conjoncture. Après le creux d'activité du Covid, eh bien, l'activité est globalement repartie partout en Occident. Et donc, la demande de pétrole a forcément cru par rapport à ce qu'elle était du fait du Covid. Dans ce contexte, on sait que c'est un marché qui est oligopolistique du côté de l'offre, puisqu'il y a peu d'acteurs qui décident de la production. Et ces acteurs ne sont pas particulièrement pressés d'accroître la production. Il y a dans ces acteurs aussi un facteur
géopolitique important, avec d'une part la relation entre les pays du Golfe et les États-Unis dans le cadre de la situation de l'Iran, et d'autre part la relation de ces mêmes pays du Golfe avec la Russie, qui elle joue à la fois la carte du gaz et la carte du pétrole. Donc on a un schéma géopolitique qui n'est pas, je dirais, favorable à une baisse des prix. Voilà, donc si on met tout ça bout à bout, il n'y a rien de surprenant à voir les cours du pétrole au niveau actuel. Ce qui pourrait le faire un petit peu consolider, si on raisonne à quelques mois, c'est un relatif ralentissement de l'économie mondiale. C'est tout à fait possible, mais une baisse significative, c'est peu probable. Vous ne vous y attendez pas. Du coup, on se rappelle il y a quelques semaines que notamment les États-Unis et la Chine s'étaient alliés pour essayer de peser à la baisse sur les cours en puisant dans leur stock de réserves stratégiques. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les deux principaux consommateurs de pétrole réitèrent cette tentative de peser sur les cours ? C'est certainement, hein. De la même manière, je vais prendre une analogie un peu, pas légère, mais qui n'a pas dû les mêmes portées. Mais quand vous avez des chèques énergie dans des pays d'Occident parce qu'il y a une problématique de prix de matières premières, on peut tout à fait dire qu'au très haut niveau, c'est-à-dire entre les deux grandes puissances économiques consommatrices de pétrole, il y aura une volonté de maîtriser le plus possible le prix de l'énergie, à commencer par le fossile et à commencer donc par le pétrole. Donc ce qu'on a vu, on devrait le revoir. C'est d'ailleurs probablement, je pense que c'est intéressant que vous le souligniez, un des points de convergence que les deux grandes puissances qui s'opposent en ce moment peuvent trouver. Ok, très clair. Oui, donc réduire par la force des choses ce risque géopolitique qui pourrait ressurgir au cours de l'exercice 2022. On va basculer sur le Bitcoin, Julien, si vous le voulez bien. Le Bitcoin qui retrouve un peu de couleur, hein, puisqu'il a pris plus de 5% en 5 jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le Bitcoin a repris des couleurs, et est-ce qu'éventuellement cette tendance pourrait se poursuivre à court terme ? Alors, je vais vous décevoir un petit peu, parce que vous dire pourquoi le Bitcoin a repris 5%, non, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Et d'ailleurs, on dit que c'est une devise, ça n'en est d'ailleurs pas tout à fait une, mais ceux qui parlent de l'analyse justement des devises au quotidien ont toujours beaucoup de mal à expliquer les choses. Ce sont des forces très profondes qui guident le marché des devises. Pour ce qui est du Bitcoin, je crois pour ma part que c'est un actif représentatif d'une valeur technologique qui est la blockchain. C'est comme ça que je le conçois en ce moment. Je ne suis pas convaincu que ce soit une devise, en tout cas n'en a pas les attributs. Et dans la mesure où la blockchain est quelque chose à la fois de nouveau, dont on ne connaît pas toute la portée économique, mais en même temps qui s'est déjà inscrit dans la plupart des processus qui vont se développer dans les années à venir, je dirais que cet actif doit avoir assez logiquement une tendance haussière, et que les moments où il y a une hausse comme celle que vous me signalez sont des moments qu'on peut comprendre dans cette vision générale de cet actif haussier. Après, si on peut faire un peu d'analyse technique, parce que justement, un peu comme par analogie avec le marché des changes, hein, sur le marché des changes, il y a énormément d'analyse technique, donc sur le marché des cryptocurrencies, on peut aussi en faire. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, on est probablement entré depuis quelques semaines dans une période de consolidation assez longue, et d'ailleurs je constate que la volatilité baisse, ce qui est probablement le reflet de l'arrivée d'investisseurs institutionnels sur ce marché. Je pense que ce schéma, là ce qui se passe depuis quelques semaines, devrait encore continuer. Donc je ne vois pas particulièrement ni de trou d'air ni d'accélération haussière, mais plutôt la poursuite de la digestion notamment des mouvements antérieurs. D'accord, donc a priori sur du court terme, on pourrait voir le Bitcoin prendre encore un peu de valeur à la hausse du coup. Alors, je vous laisse ces propos, je ne pourrais pas me risquer à ça. Ça reste, je le rappelle aussi pour les gens qui sont investisseurs privés et qui nous écoutent, ça reste un actif qui est extrêmement volatile, hein. Donc qui n'est pas recommandé, hein, pour tous les types d'investisseurs, et sur lequel il faut être très très prudent, parce que il peut y avoir un mouvement de hausse par exemple de 5% qui peut être suivi d'un mouvement de baisse de 10%. Donc il faut rester extrêmement prudent sur cet actif en tant qu'investisseur. Ok, c'est très clair. Je vous remercie pour cette recommandation. On va revenir sur la macroéconomie et sur l'évolution des taux futurs,
enfin l'évolution actuelle des taux longs. Dans cet environnement, quelle serait votre stratégie d'investissement, Julien? Quelle valeur vous privilégieriez? Alors, depuis, on va dire l'été dernier, depuis l'été 2021, il y a un rapport acheteur-vendeur profond dans le marché qui est doit-on continuer d'assister à une surperformance de valeurs alors qu'on appelle de croissance, c'est-à-dire des valeurs qui se portent très bien quand les taux longs soit baissent, soit restent bas, ou est-ce qu'il faut s'intéresser à des valeurs qui ne sont pas justement corrélées à ça et qui, elles, vont être plus sensibles à la conjoncture. Je crois que dans votre émission tout à l'heure, un de vos intervenants parlait d'ArcelorMittal et des signaux graphiques qui étaient donnés. Voilà typiquement des valeurs qui n'appartiennent pas aux valeurs de croissance, mais plus aux valeurs qui sont liées à la conjoncture, qu'elles soient cycliques ou dites value, peu importe la terminologie, c'est ça qu'il faut retenir. Je crois que ce débat, enfin je vois que ce débat, cette discussion de marché, ce rapport de force a déjà commencé cet été, et à mon avis, il n'est pas terminé. C'est-à-dire que nous allons avoir encore pendant plusieurs mois des mouvements assez brusques, tantôt en faveur des valeurs de croissance, tantôt en faveur des valeurs cycliques, ce qui ne devrait pas donner de dynamique propre au marché en général des actions. Donc je crois que c'est un marché qui va être bien pour les opérateurs un peu de court terme, qui sont adeptes des mouvements de swing trading, mais en termes d'allocation, je ne suis pas du tout convaincu qu'il y ait une prise de position significative qui soit intéressante. Donc pour les gens qui gèrent leur portefeuille tranquillement, de conserver plutôt leur position, c'est pas nécessaire pour le moment de faire de grands arbitrages. Après, je pense que sur l'ensemble de l'année, on devrait assister à un tassement de la dynamique de la croissance et avec la perspective des élections américaines et du raz-de-marée républicain, des éléments encore plus conservateurs, je dirais, en termes de croissance. Le tout dans un mouvement de resserrement monétaire que les banques centrales ont quand même très envie de faire. En tout cas, pour la Fed, c'est tout à fait officiel. Ce ne sont pas des choses qui sont particulièrement porteurs pour les marchés d'actions. Donc, j'anticipe plutôt une forme de consolidation, d'évolution dans un range probablement relativement large, c'est-à-dire une fourchette d'évolution, une zone basse et une zone haute, pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs trimestres. Et ça, c'est pour les parties actions, et pour la partie obligataire, c'est finalement la même chose, mais côté obligataire, c'est-à-dire de temps en temps des petites tensions sur les taux quand l'inflation est un peu vive, et puis des moments probablement de détente quand on se rendra compte que l'inflation va aussi, à certains moments, se tasser. Donc peut-être beaucoup moins d'émotions que ce qu'on a eu depuis 2 ans, en tout cas pour 2022. Mais donc très clairement, si on veut jouer la hausse des taux longs, est-ce que, donc j'entends que si on veut jouer la hausse des taux longs, est-ce qu'il faut revoir un petit peu son portefeuille et mettre peut-être de côté les sociétés qui sont lourdement endettées ? Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, la hausse des taux longs peut d'abord impacter les valeurs dites de croissance. En gros, si les taux longs montaient significativement, les premiers impactés, ça va être Apple, Google, LVMH et L'Oréal. Je simplifie. Ça n'est pas les valeurs les plus endettées qui vont au départ prendre en compte le fait que l'actualisation, ce qu'on appelle des cash flows futurs, va être modifiée par l'évolution des taux. Donc, cette réaction, elle sera bonne plus tard. Elle sera bonne dans un cycle de taux beaucoup plus avancé, un cycle de hausse de taux beaucoup plus mûr. À mon avis, c'est pas le sujet pour le moment. Et moi, je dirais aussi dans l'autre sens, si quelqu'un se dit, tiens, les taux longs vont monter, vont beaucoup monter, juste de rappeler que à aujourd'hui, les banques centrales, même si elles disent modifier leur politique, sont quand même toujours en capacité, à tout moment, de se reporter à nouveau acheteurs sur le marché secondaire d'obligations, ce qu'on appelle le quantitative easing, et que si elles décident de le faire, c'est qu'elles ont de bonnes raisons, par exemple l'état des budgets en Occident en fonction des niveaux de taux qui ont été atteints, parce que si les taux montent, alors l'impact il va être relativement significatif sur les budgets, déficits vont s'accroître, etc. Il pourrait, à mon avis, c'est pas le cas pour le moment, mais des questions de financement peuvent se poser. Et donc les banques centrales sont extrêmement vigilantes là-dessus. Donc tout leur projet, c'est de dire que les taux longs ils peuvent accompagner la normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire la partie taux court, que ça va le faire parce que le quantitative easing va être réduit, c'est ce qu'on appelle à terme, ça donnera un rétrécissement de la taille du bilan, mais que ça doit se faire de manière extrêmement mesurée, extrêmement coordonnée, sans volatilité. Donc en fait, une forte hausse de taux longs en 2022 me semble pas forcément le scénario à jouer.
Voilà. Bah, le scénario joué, du coup, donc les banques, on met de côté, du coup, investir dans... Alors c'est les banques ou les valeurs cycliques, c'est-à-dire les valeurs qui, elles, se comportent mieux quand les taux progressent. Je vous dis, à certains moments de l'année, vont avoir le vent en poupe, et à d'autres moments, auront un peu le vent dans le nez. Donc, c'est pour ça que je parle de rapport de force qui a déjà commencé encore une fois, à l'été dernier, rapport de force entre ces deux groupes de valeurs, ceux sensibles à la hausse des taux longs, ceux au contraire sensibles à des taux bas ou à la baisse des taux longs. Et ce rapport de force va continuer. Donc, c'est pas une décision majeure d'allocation qu'il faut prendre. Il faut au contraire rester très équilibré. En revanche, pour ceux qui ont beaucoup d'expérience sur le marché, il va y avoir forcément des opportunités significatives que je dénommais swing trading, c'est-à-dire des positions de quelques semaines. Là, il y aura certainement des choses à faire. Alors, ça peut être en ce moment justement un peu sur les valeurs value. Je dirais par exemple, puisque vous me posez la question sur les banques, que si elles se replient dans les 2-3 semaines qui viennent, il faudra être attentif. Il y aura peut-être effectivement un intérêt à se positionner. Ok. Mais encore une fois, pour quelques semaines, pas forcément pour une année complète. Ok, très clair. Merci beaucoup. Merci Julien pour vos explications, vos analyses. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. On va marquer une nouvelle pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite sur TV Finance.